À 79 ans, j'ai pris l'Eurostar pour la première fois de ma vie pour rendre visite à mon fils à Londres. Ce que j'ai découvert là-bas m'a glacé le sang. Ma belle-fille Sophie complotait pour me faire déclarer sénile et s'emparer de mon héritage. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le vieux boulanger de province qu'elle méprisait possédait 50 millions d'euros. Quand elle l'a appris devant le notaire, son visage s'est décomposé. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Je m'appelle Jean-Pierre Dubois. Toute ma vie, je me suis levé à 4 heures du matin pour pétrir la pâte dans ma boulangerie de Bordeaux. Mes mains portent encore les marques de 60 années de travail. Mes ongles gardent l'odeur de la farine, malgré tous mes efforts pour les nettoyer. À 79 ans, je vis seul depuis la mort de ma chère Marcel, il y a 8 ans maintenant. Un petit appartement au-dessus de ce qui était autrefois notre boulangerie, vendu il y a 20 ans quand mes articulations ont commencé à me faire souffrir. Enfin, c'est ce que tout le monde croit. Mon fils unique, Guillaume, vit à Londres depuis 15 ans, un cadre supérieur dans la City, comme il aime à le dire. 50 ans cette année, marié depuis 12 ans à Sophie Laurent Dubois, une consultante en images qui travaille pour des clients fortunés. Ils n'ont pas d'enfants ensemble, mais ma petite fille, Léa, 24 ans, fruit d'un premier mariage de Guillaume, illumine ma vie. Elle étudie le droit à Paris et vient me voir chaque fois qu'elle le peut. Les appels de Guillaume se sont faits de plus en plus rares ces dernières années. Au début, je me disais que c'était normal, que Londres l'occupait beaucoup. Puis les cartes postales ont cessé d'arriver. Les photos de leurs vacances que j'attendais chaque été ne venaient plus. Même à Noël, un simple message texto remplaçait nos longues conversations d'autrefois. Léa elle-même semblait préoccupée lors de sa dernière visite en mars. « Grand-père, tu as eu des nouvelles de papa récemment ? » « Pas vraiment, ma chérie. Tu sais, il a beaucoup de travail. » Elle avait froncé les sourcils. « C'est bizarre. Quand je l'appelle, c'est toujours Sophie qui répond. Elle dit qu'il est en réunion, qu'il me rappellera plus tard, mais il ne rappelle jamais. » J'ai senti une petite inquiétude s'installer dans mon ventre. Mais je ne voulais pas alarmer Léa. Guillaume était un homme fait, après tout. S'il avait des problèmes, il finirait bien par m'en parler. Les semaines ont passé. Avril, mai, juin, rien. Même pour mon anniversaire le 12 juin, juste un message laconique. « Bon anniversaire, papa, Guillaume et Sophie. » Pas d'appel, pas de cadeau, rien. Marcel aurait été furieuse. C'est Léa qui a fini par me pousser à agir. « Grand-père, je m'inquiète vraiment. J'ai envoyé 3 messages à papa cette semaine. Rien. Et quand j'ai appelé sur le fixe, Sophie m'a dit qu'il était parti en voyage d'affaires pour 1 mois. Mais sur LinkedIn, il a posté une photo du bureau hier. Il ment, grand-père. » Ce soir-là, j'ai longuement réfléchi dans mon fauteuil, ma canne élégante posée contre la coudoir. Cette canne que Marcel m'avait offerte pour nos 40 ans de mariage, en bois d'ébène, avec un pommeau d'argent gravé de nos initiales entrelacées. Guillaume ne savait pas que je la portais encore. Il ne savait beaucoup de choses, d'ailleurs. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. À 79 ans, il était temps que je prenne l'Eurostar et que j'aille voir de mes propres yeux ce qui se passait avec mon fils. J'ai acheté mon billet en ligne. Et oui, le vieux Jean-Pierre sait se servir d'un ordinateur, et j'ai réservé pour le jeudi suivant. Je n'ai rien dit à Guillaume. Une visite surprise, comme dans le temps où je venais le chercher à l'école sans prévenir et où son visage s'illuminait en me voyant. Le voyage en Eurostar a été une révélation. Assis en première classe, je peux me le permettre même si personne ne le sait. J'ai observé le paysage défiler, la campagne française, puis le tunnel, puis cette Angleterre verte et ordonnée. À côté de moi, un homme d'affaires parlait au téléphone dans un anglais parfait. J'ai pensé à Guillaume, à tous ces voyages qu'il faisait dans l'autre sens pour venir nous voir, Marcel et moi. Avant Sophie. Arrivé à Londres St. Pancras, j'ai pris un taxi. L'adresse était gravée dans ma mémoire. 47 Gloucester Road, Kensington. Un bel immeuble victorien que Guillaume m'avait montré en photo lors de son emménagement. 3 chambres, grand-père. Tu auras ta place chez nous quand tu voudras venir.
Ça, c'était il y a 12 ans. J'ai sonné à l'interphone. Une voix féminine, sèche, m'a répondu. « Oui. Bonjour Sophie, c'est Jean-Pierre, le père de Guillaume. » Un long silence, puis un déclic. La porte s'est ouverte. Sophie m'attendait sur le palier du 3e étage. 46 ans, blonde, très élégante dans son tailleur noir. Belle femme, je dois l'admettre, mais ses yeux bleus avaient cette froideur que je n'avais jamais aimée. Même lors de leur mariage, elle me regardait comme si je sentais mauvais. « Jean-Pierre, quelle surprise! Guillaume ne m'a pas dit que vous veniez. » Je ne lui ai pas dit. J'ai eu envie de le voir. Il est là. Elle a hésité une fraction de seconde. Il a une grippe. Assez forte. Il dort depuis ce matin. Vous savez comment c'est, ces virus anglais. Une grippe? En juillet? Il y a des épidémies toute l'année ici, vous savez. Elle m'a fait entrer dans l'appartement. Beau, spacieux, décoré avec goût. Tout en blanc et gris, très moderne. Aucune photo de famille visible, j'ai remarqué. Sur la cheminée, quelques clichés de Sophie en compagnie de gens que je ne connaissais pas. Des cocktails, des vernissages. Guillaume n'apparaissait sur aucune. Je peux le voir? Juste 5 minutes. Le voyage a été long. Non, vraiment, il dort. Le médecin a dit qu'il ne fallait pas le déranger. Vous comprenez, à votre âge, il ne faudrait pas que vous attrapiez quelque chose. À mon âge. Voilà bien Sophie. Toujours cette façon de me rappeler que j'étais vieux, fragile, encombrant. Où vais-je dormir? Oh, j'ai préparé la chambre de service. C'est petit mais propre. Juste pour une nuit, j'espère. Guillaume sera mieux demain et vous pourrez discuter. La chambre de service. Une pièce exiguë sous les toits, avec une lucarne et un lit étroit. J'ai posé ma petite valise sur la chaise et je me suis assis sur le matelas trop mou. Depuis mon arrivée, pas un sourire de Sophie. Pas une question sur mon voyage. Pas même un café proposé. L'accueil que l'on réserve à un importun. Je suis redescendu vers 18 h. Sophie était au téléphone dans le salon, dos tourné. Non, Nathalie, je t'assure que c'est un cauchemar. Il débarque sans prévenir, comme un cheveu sur la soupe. Heureusement que Guillaume fait semblant d'être malade. Oui, dans la chambre de bonne. Où veux-tu que je le mette? Il faut qu'il reparte demain, je ne peux pas le garder plus longtemps. Tu imagines s'il rencontrait les Pemberton samedi? Un vieux provincial qui sent la farine et qui parle avec l'accent de Bordeaux? Elle a ri. Un rire cristallin qui m'a transpercé le cœur. Mais non, ma chérie. Guillaume n'ose rien dire. Tu le connais, il a peur de sa propre ombre. Tant qu'on touche l'héritage à la fin, on peut bien supporter le vieux quelques années encore. J'ai reculé dans le couloir, le souffle coupé. Guillaume faisait semblant d'être malade. Sophie ne supportait pas ma présence. Et elle comptait sur mon héritage. Si elle savait. Le dîner s'est passé dans un silence pesant. Sophie avait préparé une salade et réchauffé une quiche achetée toute faite. Elle picorait en consultant son téléphone, me jetant de temps en temps un regard agacé. « Guillaume va mieux ?»« Un peu. Il a pu boire un peu de soupe. Je peux monter et lui dire bonsoir ?»« Non, vraiment, il ne faut pas. Il tousse beaucoup. » Pourtant, aucun bruit ne venait de l'étage. Pas une toux, pas un gémissement. Le silence d'un homme qui n'était peut-être même pas là. Après le repas, Sophie a disparu dans sa chambre en prétextant des coups de fil urgents. Je suis resté seul dans le salon, écoutant les bruits de Londres par la fenêtre ouverte. Les autobus rouges, les sirènes, la vie d'une grande capitale que mon fils avait choisie plutôt que notre petite ville de Bordeaux. Vers 23 h, j'ai entendu des voix étouffées venir de l'étage. Sophie parlait fort, presque en chuchotant. J'ai tendu l'oreille mais les mots restaient indistincts. Puis j'ai reconnu la voix de Guillaume qui répondait. Il n'avait pas l'air malade du tout. Je me suis levé doucement et j'ai grimpé les marches, en évitant celles qui grinçaient. Une habitude prise quand Guillaume était petit et que je montais vérifier qu'il dormait bien. Leur chambre était au bout du couloir, porte entr'ouverte. La lumière filtrait par l'entrebâillement. Ce que j'ai entendu cette nuit-là a changé le cours de ma vie. Guillaume, il faut qu'il parte demain matin. Je ne peux pas le supporter plus longtemps. Sophie, c'est mon père quand même.
Ton père, ce vieux schnock qui empeste le pain rassis, tu as vu comment il s'habille, cette veste de velours élimée, ses chaussures crottées. Si jamais les Pemberton le voient samedi soir, les Pemberton ne vont pas venir ici. Ils pourraient, et tu imagines leur tête en voyant ton père de province. Mes clients payent pour mon image, Guillaume. Mon image, c'est la sophistication, l'élégance britannique. Pas un bouseux qui traîne sa canne et ses histoires de boulangerie. Ma canne, mes histoires. J'ai serré les poings dans le noir du couloir. Sophie, tu exagères. Il n'est pas si mal, mon père. Guillaume, réveille-toi. Cet homme est un boulet social, un boulet émotionnel, un boulet familial. Il nous colle, il nous appelle, il veut toujours venir, et maintenant il débarque sans prévenir. Il vieillit, Sophie. Il est seul depuis la mort de maman. Justement, il devient sénile, tu ne l'as pas remarqué? Ces répétitions au téléphone, ces questions bizarres. Il faut qu'on prenne les devants avant qu'il fasse une bêtise. Quelle bêtise! J'ai retenu mon souffle. Guillaume, mon chéri, ton père a 80 ans passés. Il vit seul dans son petit appartement miteux, au-dessus de cette ancienne boulangerie. Il n'a plus toute sa tête. Et s'il se mettait en danger? S'il oubliait le gaz? S'il tombait dans les escaliers? Sophie, il faudrait peut-être penser à une maison de retraite. Pour son bien, bien sûr. Guillaume n'a pas répondu tout de suite. Dans le silence, j'entendais mon cœur battre comme un tambour. Tu crois vraiment qu'il n'a plus toute sa tête? Mon chéri, regarde les signes. Il répète ses histoires, il se perd dans ses dates. Il mélange les prénoms. Et cette manie de compter et recompter son argent. L'autre jour au téléphone, il m'a demandé 3 fois le même truc sur l'inflation. C'est typique des premiers signes de démence. Compter mon argent? Je n'avais jamais parlé d'argent avec Sophie. Jamais. Cette femme inventait de toutes pièces. Et puis Guillaume, soyons honnêtes, qu'est-ce qu'il a à nous laisser? Cette bicoque au-dessus d'une ancienne boulangerie? Quelques milliers d'euros sur un livret de caisse d'épargne? Autant régler le problème maintenant, le placer quelque part de bien, et éviter qu'il devienne grabataire chez nous plus tard. Sophie, je ne peux pas faire ça à mon père. Guillaume, tu es cadre supérieur dans une banque d'investissement. Tu gagnes 200 000 livres par an. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un père qui fait tâche. Mes clients, nos amis, notre position sociale, tout ça compte. Et puis, elle a baissé la voix, mais je l'entendais encore. Et puis quoi? Et puis, franchement, qu'est-ce qu'il nous apporte? Il ne nous aide pas financièrement, il ne nous apporte rien socialement, il ne s'occupe même pas correctement de lui-même. À quoi il sert? Le silence qui a suivi m'a semblé durer une éternité. Tu as peut-être raison, a fini par murmurer Guillaume. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Mon fils, mon propre fils. Bien sûr que j'ai raison, et le plus tôt sera le mieux. Dès qu'il rentre à Bordeaux, tu appelles un médecin. Tu dis que tu t'inquiètes pour sa santé mentale. Quelques consultations et hop, on peut demander une tutelle. Léa est trop jeune et trop occupée par ses études pour s'en charger. Ce sera à nous de gérer ses biens. Gérer mes biens. Ces mots ont résonné dans ma tête comme une alarme. Et quand il sera placé, on vend son appartement. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça nous fera toujours des vacances aux Maldives. Guillaume a ri, un petit rire nerveux, mais un rire quand même. Sophie, tu es terrible. Je suis pragmatique, mon chéri, et je pense à nous, à notre avenir. On ne peut pas se laisser plomber par un vieux père sénile toute notre vie. J'ai redescendu les marches sur la pointe des pieds, les jambes flageolantes. Dans le salon obscur, je me suis laissé tomber dans un fauteuil. Mes mains tremblaient. Mon fils, mon Guillaume, le petit garçon que j'avais porté sur mes épaules, à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais aidé pour ses devoirs de mathématiques. Le jeune homme que j'avais accompagné à l'aéroport pour son premier voyage à Londres, fier comme un paon qu'il ait décroché ce poste prestigieux. Ce Guillaume-là venait de m'abandonner. Pire, il venait d'accepter que sa femme me traite de boulet, de sénile, d'encombrant. Il venait d'approuver l'idée de me faire enfermer dans une maison de retraite pour toucher mon héritage plus rapidement. Dans l'obscurité de ce salon londonien, j'ai pensé à Marcel. Jean-Pierre, m'aurait-elle dit, cet enfant n'est plus le nôtre. Cette femme en a fait autre chose.
J'ai passé le reste de la nuit éveillé, à regarder les lumières de la ville par la fenêtre. À 79 ans, je venais de perdre mon fils. Mais j'avais gagné quelque chose d'autre. La certitude absolue que Sophie Laurent Dubois ne savait rien de ce que possédait réellement le vieux boulanger de province. Le matin est venu lentement. Vers 7 heures, j'ai entendu Sophie dans la cuisine. Je me suis levé, j'ai pris une douche dans la minuscule salle de bain de la chambre de service et je me suis habillé proprement. Ma veste de velours, comme elle disait, mes chaussures cirées de frais et ma canne d'ébène. Sophie préparait du thé quand je suis entré dans la cuisine. Elle ne m'a même pas dit bonjour. « J'espère que vous avez bien dormi. Guillaume va mieux ce matin, mais le médecin pense qu'il est encore contagieux. Bien sûr, il y a un Eurostar à 11h45. Je pense que ce serait bien que vous le preniez. » Certainement. Mon calme l'a surprise. Elle s'attendait probablement à des protestations, des demandes pour voir Guillaume, des jérémiades de vieux pères délaissés. Parfait. Je vais appeler un taxi. C'est inutile, je vais prendre le métro. Le métro, à votre âge, vous savez vous y retrouver? J'ai souri. Ma chère Sophie, j'ai 79 ans, pas 99. Et contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas sénile. Elle a rougi légèrement. Je n'ai jamais dit ça. Non, dommage. Parce que, voyez-vous, quand on complote, il faut s'assurer que les murs n'ont pas d'oreilles. Son visage s'est décomposé. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Mais ce n'est pas grave, Sophie. Nous aurons l'occasion d'en reparler très bientôt. J'ai attrapé ma valise et me suis dirigé vers la porte. Au revoir, Sophie. Transmettez mes amitiés à Guillaume quand sa grippe sera passée. Et dites-lui qu'il me rappellera quand il aura retrouvé sa dignité d'homme et de fils. Dans l'escalier, j'entendais encore sa voix qui m'appelait, perplexe et inquiète. Mais j'étais déjà parti. Dans le taxi qui me menait vers Saint-Pancras, finalement j'avais pris un taxi, j'ai sorti mon téléphone. Un message de Léa. « Grand-père, tout va bien? Des nouvelles de papa ?» J'ai tapé ma réponse. « Ma chérie, prépare ton dictaphone. Grand-père va avoir besoin de toi très bientôt. Et appelle Maître Morel. Dis-lui que Jean-Pierre Dubois souhaite le voir d'urgence. » Puis j'ai composé un autre numéro. Celui de mon gestionnaire de patrimoine à Bordeaux. « Bonjour Monsieur Dubois, comment allez-vous? Très bien, merci. J'ai besoin d'un audit complet de tous mes biens, immobilier, participation, compte, tout, pour jeudi prochain. Tout, Monsieur Dubois? Vous êtes sûr? Tout. Il est temps que certaines personnes découvrent qui est réellement Jean-Pierre Dubois. » Dans l'Eurostar qui me ramenait vers la France, j'ai regardé défiler le paysage anglais. La campagne verdoyante, les petites maisons de briques, cette Angleterre que mon fils avait choisie et où sa femme voulait effacer toute trace de ses origines françaises. Ils allaient comprendre leur erreur. Le vieux boulanger de province ne possédait pas quelques milliers d'euros sur un livret de caisse d'épargne. Il possédait 50 millions d'euros d'actifs soigneusement dissimulés et investis depuis 40 ans. Et il venait de décider que Sophie Laurent Dubois n'en verrait jamais la couleur. Le train filait vers Calais et moi vers ma vengeance. De retour à Bordeaux, j'ai commencé mon enquête. Ce que j'ai découvert dans l'ordinateur de Sophie m'a donné la nausée. Des emails détaillant comment me faire passer pour sénile, des faux certificats médicaux déjà préparés, et même un projet de procuration falsifié pour vider mes comptes. Elle avait déjà commencé à salir ma réputation auprès de leurs amis londoniens, racontant que j'étais un alcoolique qui divague. Mais le pire, c'était de voir Guillaume approuver chacun de ses messages. Mon propre fils validait cette mascarade. Quand j'ai découvert qu'ils avaient même réservé une place en EHPAD haut de gamme à mon nom, j'ai compris qu'il était temps d'agir. Le jeudi matin, j'étais de retour dans mon appartement de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Pas l'appartement miteux que Sophie imaginait, mais un 3 pièces rénové, avec goût que j'avais gardé par nostalgie au-dessus de ce qui était autrefois ma boulangerie. Les nouveaux propriétaires, un jeune couple de boulangers, m'avaient proposé de racheter l'étage quand ils avaient repris le commerce.
Ils ne savaient pas que j'étais aussi leur propriétaire à travers une SCI que j'avais créée dans les années 80. J'ai posé ma valise et j'ai regardé autour de moi. Les meubles de Marcel, nos photos de voyage, la bibliothèque pleine de livres que nous avions lus ensemble. Notre vie, notre vraie vie que Guillaume n'avait jamais pris la peine de connaître vraiment. Mon téléphone a sonné. Léa. Grand-père, tu es rentré? Comment ça s'est passé avec papa? Ma chérie, il faut qu'on se voie. Tu peux venir ce week-end? Bien sûr. Grand-père, tu as l'air bizarre. Ça va? Ça ira mieux quand tu seras là. Et apporte ton ordinateur portable, ton téléphone, tout ce qui peut enregistrer. Grand-père a des choses à te montrer. Tu m'inquiètes. Il s'est passé quelque chose avec papa? Tout s'est passé, ma chérie. Tout. Après avoir raccroché, j'ai appelé Maître François Morel, notre notaire de famille depuis 45 ans. François et moi, nous nous connaissions depuis l'école primaire. C'est lui qui avait rédigé tous mes actes d'achat immobilier, qui avait géré la succession de Marcel, qui connaissait l'exacte réalité de mon patrimoine. Jean-Pierre, comment vas-tu? Léa m'a appelé. Elle avait l'air inquiète. François, il faut qu'on se voie. Lundi matin, 1er heure. Et apporte tous mes dossiers. Tous. Que se passe-t-il? Il se passe que mon fils a épousé une vipère et qu'elle commence à montrer ses crocs. Il est temps de sortir l'artillerie lourde. François a eu un petit rire. Il me connaissait depuis l'enfance, il savait que quand Jean-Pierre Dubois parlait d'artillerie lourde, c'était du sérieux. Tes 14 appartements haussmanniens, mes 14 appartements, ma participation dans la chaîne Dubois & Fields, ma cave, mes comptes offshore, tout François. Il est temps que ma belle-fille découvre qu'elle a sous-estimé le bon vieux Jean-Pierre. Le vendredi soir, Léa est arrivée par le TGV de 18 heures. 24 ans, 1,65 m, les yeux verts de sa mère et le caractère bien trempé des Dubois. Elle étudiait le droit à Assas et était en stage dans un cabinet spécialisé dans le droit des successions. Le hasard fait parfois bien les choses. Grand-père, tu as l'air fatigué. Assieds-toi, ma chérie. J'ai beaucoup de choses à te raconter. Je lui ai tout dit. Mon voyage à Londres, l'accueil de Sophie, la fausse grippe de Guillaume, la conversation que j'avais surprise dans leur chambre. Léa m'écoutait, le visage de plus en plus grave. Cette garce, elle a dit ça? Que tu sentais mauvais, que tu étais sénile. Elle a dit pire que ça, ma chérie. Mais ce n'est que le début. J'ai sorti mon ordinateur portable. Oui, à 79 ans, Jean-Pierre Dubois maîtrise parfaitement l'informatique. Et je lui ai montré ce que j'avais découvert en hackant discrètement l'ordinateur de Sophie, pendant qu'elle préparait le thé ce fameux matin. En réalité, c'était plus simple que du hacking. Sophie avait laissé sa session Gmail ouverte sur l'ordinateur du salon, et pendant qu'elle était dans la cuisine, j'avais eu le temps de photographier plusieurs écrans avec mon téléphone. L'âge a ses avantages. On ne vous soupçonne pas d'être technologiquement débrouillard. Regarde ça, Léa. Sur l'écran de mon portable, les photos que j'avais prises montraient une conversation e-mail entre Sophie et sa sœur Nathalie. L'objet du mail, plan succession Dubois, phase 1. Léa a lu à voix haute, la voix tremblante de colère. « Ma chère Nathalie, ça y est, le vieux débarque à l'improviste, mais c'est parfait pour notre plan. Je vais documenter tous ces signes de sénilité pendant sa visite. Tu te souviens du docteur Morrison? Il nous doit encore un service pour l'affaire Pemberton. Il sera ravi de signer un certificat médical attestant de la détérioration mentale du beau-père. Guillaume fait semblant d'être malade pour éviter la confrontation directe, mais il est d'accord sur le principe. Continue, ma chérie. Phase 2. Dès qu'il rentre à Bordeaux, Guillaume appelle son médecin traitant pour exprimer ses inquiétudes sur l'état mental de son père. Nous avons préparé une liste de symptômes crédibles: confusion, répétition, oubli, désorientation temporelle. Le docteur Morrison a déjà rédigé un rapport psychiatrique préliminaire attestant de troubles cognitifs sévères. Il suffit de remplir les blancs avec des exemples concrets. Phase 3. Demande de tutelle-curatelle renforcée. Avec les 2 certificats médicaux et les témoignages que nous allons réunir,
Mrs. Patterson, la voisine d'en face, sera parfaite. Elle dit toujours oui à tout pour 200 livres. Nous obtenons la tutelle complète sur Jean-Pierre et ses biens. Phase 4. Vente immédiate de son appartement Bordeaux estimé à 180 000 €. Placement en EHPAD discount. Pas besoin de luxe pour un sénile. Et récupération du capital pour nos investissements personnels. Léa avait blêmi. Grand-père, il compte te faire enfermer pour voler tes économies. Attends, il y a mieux. J'ai fait défiler vers le message suivant. La réponse de Nathalie. Brillant, ma chérie. J'adore la phase 4. Et son livret A, avec ses petites économies de boulanger, tu estimes ça à combien? 50 000 € maximum. Il a dû mettre de côté toute sa vie, le pauvre. Au moins, ça nous paiera les Maldives dont tu rêves. Et puis, soyons honnêtes, qu'est-ce qu'un grabataire de 80 ans va faire de l'argent? Autant que ça serve à des gens qui en profitent. C'est monstre. Et papa, il dit quoi dans tout ça? J'ai ouvert la photo suivante. Un message de Guillaume à Sophie, envoyé la veille de mon arrivée. Sophie chérie, j'avoue que j'ai des scrupules pour papa. C'est quand même mon père. Mais tu as raison, il devient vraiment bizarre ces derniers temps. Et on ne peut pas se permettre qu'il fasse une bêtise financière ou qu'il se blesse tout seul dans son appartement. Au moins, en maison de retraite, il sera en sécurité. Et si on récupère ses économies, on pourra enfin acheter cette maison dans le Cotswolds dont on rêve. Je te fais confiance pour gérer ça en douceur. Léa s'est levée d'un bond. Grand-père, il faut porter plainte. C'est de l'abus de faiblesse, de l'escroquerie, du complot en bande organisée, ma chérie. Mais ce n'est que le début. Il y a pire. J'ai sorti une nouvelle série de photos. Un dossier sur l'ordinateur de Sophie intitulé « Contact utile, dénigrement JP ». Qu'est-ce que c'est? Sophie a déjà commencé à salir ma réputation auprès de tous leurs amis londoniens. Regarde. Le dossier contenait une liste de toutes les personnes à qui Sophie avait raconté des mensonges sur mon compte. Avec des détails précis sur les histoires qu'elle avait inventées. Mrs. Pemberton racontait que Jean-Pierre est alcoolique. Inventé histoire de chute dans escalier après avoir bu. Fait le 12 juin. Mr. Harrison, banque. Mentionné problème de mémoire de Jean-Pierre. Confusion avec les chiffres. Fait le 18 juin. Docteur Wellington, médecin famille. Suggérait que Guillaume s'inquiète pour santé mentale de son père. Comportement erratique. Fait le 25 juin. Lady Morrison. Évoquer l'embarras social que représente beau-père provincial. Anecdote sur ses manières rustiques et son accent. Fait le 2 juillet. Et ainsi de suite. Une vingtaine de noms, avec à chaque fois les mensonges spécifiques que Sophie avait racontés et la date à laquelle elle l'avait fait. Léa, cette femme a méthodiquement détruit ma réputation dans tout leur cercle social londonien. Et Guillaume l'a laissé faire. Mais pourquoi, grand-père? Tu ne leur as jamais rien fait. Ma chérie, j'existe, c'est suffisant. Sophie a honte de mes origines, de mon accent, de mes vêtements. Elle rêve d'une vie de bourgeoise britannique raffinée. Et un beau-père boulanger français ne cadre pas avec son image. J'ai ouvert le dernier dossier, le plus terrible. Et voici la cerise sur le gâteau. C'était un mail entre Sophie et un certain Dr Morrison, daté du surlendemain de mon départ de Londres. Cher Dr Morrison, comme convenu, voici les éléments pour le certificat médical de mon beau-père Jean-Pierre Dubois. Sa visite de cette semaine a confirmé nos craintes. Troubles de la mémoire évidents, répète les mêmes questions. Désorientation spatiale, s'est perdu 2 fois dans l'appartement. Confusion temporelle, parle d'événements anciens comme s'ils étaient récents. Agressivité naissante, réaction disproportionnée à des remarques anodines. J'attache le modèle de certificat que vous pourrez adapter. Mon mari étant très affecté par l'état de son père, il préfère que vous ne le contactiez pas directement. Nous vous réglerons les honoraires convenus, 1500 livres, dès réception du document. Avec toute ma reconnaissance, Sophie. Le docteur Morrison avait répondu le jour même. Chère Madame Dubois, j'ai bien noté les symptômes que vous décrivez. Je vais établir le certificat dans les formes habituelles. Cependant, pour que ce document ait une valeur légale en France, il faudra qu'un confrère français confirme le diagnostic.
J'ai un contact à Bordeaux, le docteur Blanchard, qui pourrait faire l'affaire moyennant les honoraires appropriés. Voulez-vous que je m'en charge? Cordialement, docteur Morrison. Léa avait les larmes aux yeux. Grand-père, il voulait vraiment te faire passer pour fou, avec de faux certificats médicaux. 2 faux certificats, ma chérie, un anglais et un français, pour être sûr que ça tienne devant un tribunal. Mais c'est illégal, c'est criminel. Bien sûr que c'est criminel. Mais tu comprends maintenant pourquoi j'ai besoin de toi? Elle a essuyé ses yeux et m'a regardé avec détermination. Qu'est-ce qu'on fait, grand-père? On leur montre qu'ils ont sous-estimé Jean-Pierre Dubois. Mais d'abord, il faut que tu saches quelque chose sur ton grand-père. J'ai sorti une chemise de mon bureau. Mes relevés bancaires, mes actes de propriété, mes participations dans diverses sociétés. Tout ce que j'avais soigneusement caché pendant des années. Léa, ton grand-père n'est pas un modeste retraité avec quelques économies sur son livret A. J'ai étalé les documents sur la table. Ses yeux se sont écarquillés. Mais, grand-père, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça, ma chérie, c'est ce que 40 ans de travail acharné et d'investissement intelligent peuvent rapporter à un simple boulanger de province. J'ai commencé par les actes de propriété. 14 appartements haussmanniens dans le centre de Bordeaux, achetés entre 1975 et 1995, quand personne ne voulait du centre-ville. Valeur actuelle, 18 millions d'euros. Léa regardait les documents, incrédule. Ensuite, mes participations dans la société Dubois & Fils Artisan Boulanger. Dubois & Fils, mais c'est cette chaîne de boulangerie qu'on voit partout, même à Londres. Exactement. Quand j'ai vendu ma boulangerie en 2005, j'ai investi l'argent dans cette start-up de jeunes boulangers qui voulaient créer une chaîne artisanale. J'ai pris 62% des parts pour 200 000 euros. Aujourd'hui, la société vaut 32 millions d'euros. Grand-père, tu es riche, ma chérie, très riche. Et ce n'est pas fini. J'ai sorti les relevés de ma cave à vin. Ta grand-mère et moi, nous avons constitué cette cave pendant 30 ans. Grand cru de Bordeaux, Bourgogne, Champagne. Évaluation actuelle, 4,5 millions d'euros. Mais pourquoi tu vis si simplement? Cet appartement, tes vêtements? Parce que l'argent n'a jamais été ce qui comptait le plus pour ta grand-mère et moi. Nous étions heureux avec peu. L'argent, c'était pour votre sécurité, pour ton avenir, pour que Guillaume n'ait jamais de soucis. J'ai marqué une pause. Et aussi parce que je voulais voir qui m'aimait pour moi et qui ne s'intéressait qu'à l'héritage. Et Sophie vient d'échouer au test de manière spectaculaire. J'ai sorti les derniers documents, mes comptes offshore aux îles Caïman et en Suisse. Ça, ma chérie, c'est quelque chose que même Maître Morel ignore. Dans les années 90, j'ai ouvert ces comptes pour protéger une partie de notre patrimoine. Légalement, je précise. Tout a été déclaré aux impôts français depuis la régularisation de 2013. Combien, grand-père? 8 millions d'euros. En liquide. Léa s'est laissé tomber sur sa chaise. Grand-père, tu as 50 millions d'euros. 54 millions et des poussières, pour être exact. Et Sophie Laurent Dubois rêve de mettre la main sur mes quelques milliers d'euros de livret A. Le silence qui a suivi était électrique. Léa regardait les documents, puis moi, puis les documents à nouveau. Grand-père, papa sait, ton père sait que j'ai un peu d'argent de côté. Il ne sait pas combien. Je voulais lui faire la surprise pour ses 60 ans. Lui annoncer qu'il n'aurait jamais de soucis financiers. Que nous pourrions créer une fondation pour aider les jeunes boulangers. Que sa fille pourrait faire les études qu'elle voulait sans s'inquiéter. Et maintenant, je sais que mon fils m'a vendu pour une maison dans le Cotswolds. Léa s'est levée et m'a serré dans ses bras. Grand-père, on va les détruire. Non, ma chérie, on va faire mieux que ça. On va leur donner exactement ce qu'ils méritent. Ni plus, ni moins. Le lundi matin, nous étions chez Maître Morel à 8 heures précises. François avait préparé tous mes dossiers et semblait à la fois excité et inquiet. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu mijotes? François, je mijote ce que Sophie appelle de la justice. Tu as les statuts de la SCI familiale. Oui,
Celle que tu as créée en 1978 avec Marcel? Exactement. Tu te souviens de la clause particulière que nous avions fait insérer? François a feuilleté le dossier et s'est arrêté sur une page. Ah oui, la clause de déchéance pour indignité. Marcel tenait absolument à ce qu'on la mette. Lis-la à voix haute, François. Sera déchu de tout droit dans les biens familiaux tout descendant ou allié qui aura porté atteinte à l'honneur, à la dignité ou au bien-être physique et moral des fondateurs de la société, leurs héritiers ou descendants directs. Cette déchéance sera prononcée par décision motivée du gérant de la SCI et ne pourra faire l'objet d'aucun recours. Léa a sifflé. Grand-maman était prévoyante. Ta grand-mère avait grandi dans une famille où l'argent avait divisé les frères et sœurs. Elle ne voulait pas que ça arrive à notre famille. Cette clause, c'était son assurance que nos descendants resteraient des gens bien. Et Sophie tombe exactement sous le coup de cette clause, a conclu François, avec toutes les preuves qu'il faut, grâce au travail de documentation involontaire de ma chère belle-fille. J'ai sorti les photos des emails que Léa avait imprimés et classés chronologiquement. François, voici les preuves d'un complot organisé pour me faire passer pour sénile, s'approprier mes biens par la force et détruire ma réputation sociale. Atteinte à l'honneur, atteinte à la dignité et tentative d'atteinte au bien-être physique par internement abusif. François examinait les documents, de plus en plus graves. Jean-Pierre, c'est du pénal ça. Escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, abus de faiblesse. Je ne veux pas de poursuite pénale, François. Je veux quelque chose de plus personnel. Quoi donc? Je veux que Sophie et Guillaume découvrent qui ils ont tenté d'arnaquer. Je veux qu'ils comprennent qu'ils viennent de perdre 54 millions d'euros par pure cupidité. François a souri lentement. Tu veux une assemblée générale de la SCI? Je veux une assemblée générale extraordinaire, avec révocation de Guillaume de tous ses droits familiaux, déchéance de Sophie et nomination de Léa comme mon héritière principale. Et tu veux qu'il soit présent? François, je veux qu'il découvre tout en direct, leur choc, leur désespoir, leur compréhension progressive de ce qu'ils ont perdu. Je veux que ça fasse partie de ma vengeance. Léa avait les yeux brillants. Grand-père, c'est diabolique. Ma chérie, ton grand-père a pétri la pâte pendant 60 ans. Il sait comment faire lever les choses au bon moment et à la bonne température. Nous avons passé la matinée à préparer le dossier juridique. François rédigerait les convocations pour l'Assemblée générale extraordinaire, prévue pour le vendredi suivant. Guillaume et Sophie seraient convoqués pour affaires urgentes concernant la succession du bois. Ils vont venir, a demandé Léa. Oh oui, ils vont venir. Surtout quand ils liront que l'ordre du jour porte sur la révélation complète du patrimoine familial et les nouvelles dispositions successorales. Tu crois qu'ils vont se douter de quelque chose? Ma chérie, des gens assez cupides pour vouloir enfermer un vieillard pour toucher son héritage ne résisteront pas à l'appât du gain. Ils pensent venir valider leurs futurs droits sur mes quelques économies. Ils vont avoir la surprise de leur vie. Le mardi, j'ai appelé mon gestionnaire de patrimoine pour organiser un audit complet de tous mes biens. Je voulais des chiffres exacts, des évaluations récentes, des bilans détaillés. Pas question que Sophie puisse contester quoi que ce soit sur la base d'approximation. Le mercredi, Léa a envoyé les convocations par email et par courrier recommandé. Guillaume a appelé dans l'heure qui a suivi. « Papa, c'est quoi cette histoire d'assemblée générale? Tu vas bien ?» Sa voix était inquiète, mais je percevais aussi de l'avidité mal dissimulée. « Bonjour Guillaume. Je vais très bien, merci. Mieux que tu ne l'imagines même. Cette convocation, révélation complète du patrimoine familial, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est temps que tu découvres ce que possédait réellement ton père, mon fils, et ce que tu vas en hériter. En hériter? Mais papa, tu n'es pas mourant? Non, mais je vieillis, Guillaume, et j'ai décidé qu'il était temps de régler les questions d'héritage de mon vivant, pour éviter les disputes.
Un long silence. Puis, « Papa, tu peux me donner une idée de... Enfin, je veux dire, combien tu vas toucher? Tout sera révélé vendredi, Guillaume. Viens avec Sophie. Cette réunion la concerne aussi. D'accord, papa. On prend l'Eurostar jeudi soir. On sera là vendredi matin. Parfait. Et Guillaume? Oui, papa? Comment va ta grippe? Un silence gêné. Ma grippe? Ah oui, ça va mieux. Merci. Tant mieux. À vendredi, mon fils. Après avoir raccroché, j'ai souri. Le piège était en place. Dans 3 jours, Sophie et Guillaume découvriraient qu'ils venaient de tenter d'escroquer l'un des hommes les plus riches de Bordeaux. Et qu'ils avaient tout perdu par leur propre cupidité. Le vendredi matin à 10 heures précises, Guillaume et Sophie sont arrivés dans l'étude de Maître Morel. Sophie portait un tailleur Chanel et affichait ce sourire de circonstance qu'elle réservait aux occasions où elle pensait toucher de l'argent. Quand François a commencé à énumérer mes biens, 18 millions d'euros d'immobilier, 32 millions dans la chaîne de boulangerie, 4 millions et demi de cave à vin, son visage s'est lentement décomposé. Guillaume est devenu livide. Puis, quand j'ai révélé les 54 millions au total et annoncé que Sophie était déchue de tout droit successoral pour tentative d'abus de faiblesse, elle s'est effondrée sur sa chaise en hurlant. La femme qui voulait m'enfermer pour toucher mes petites économies venait de perdre une fortune par sa propre cupidité. Ce vendredi 15 juillet restera gravé dans ma mémoire comme le jour où j'ai rendu la justice à ma façon. Léa était venue de Paris par le premier TGV. Elle portait son plus beau tailleur noir, celui qu'elle réservait pour ses examens importants à la fac de droit. Dans son sac, elle avait soigneusement rangé toutes les preuves que nous avions rassemblées. Les photos des emails, les conversations enregistrées, les témoignages que nous avions recueillis. À 9h30, nous étions déjà installés dans le bureau de François Morel, rue Vital Carles, en plein cœur du Bordeaux historique. François avait revêtu sa robe d'avocat pour l'occasion, ce qui donnait une solennité particulière à cette assemblée générale extraordinaire. « Vous êtes sûr de votre coup, Jean-Pierre » m'a demandé François une dernière fois. « François, j'ai 79 ans. J'ai passé ma vie à faire lever la pâte au bon moment et à la bonne température. Aujourd'hui, c'est la justice qui va lever. » À 10 heures précises, nous avons entendu des pas dans l'escalier. Guillaume et Sophie montaient vers leur destin sans le savoir. Guillaume est entré le premier. Mon fils, 50 ans, des cheveux qui commençaient à grisonner, un costume anglais impeccable. Il m'a embrassé sur les joues avec cette affection un peu forcée qu'il affichait depuis son mariage. « Papa, tu as l'air en forme, comment tu vas ?»« Très bien, Guillaume, mieux que tu ne l'imagines. » Sophie est entrée derrière lui. 46 ans, toujours aussi élégante dans son tailleur Chanel beige, son sac Hermès à la main. Elle m'a tendu une joue froide. « Jean-Pierre, j'espère que vous allez mieux depuis votre petit malaise de la semaine dernière. » Mon petit malaise. Elle persistait dans son mensonge jusqu'au bout. « Bonjour Sophie, quel malaise? » « Eh bien, votre grippe, enfin, votre état de fatigue à Londres. » « Ah oui, en fait je n'ai jamais été aussi lucide qu'à Londres, Sophie. Jamais. » Quelque chose dans mon ton l'a mise mal à l'aise. Elle a regardé Guillaume, qui semblait nerveux lui aussi. « Papa, » a dit Guillaume, « cette convocation, c'est assez mystérieux. Révélation complète du patrimoine familial. Assieds-toi, Guillaume. Toi aussi, Sophie. Maître Morel va tout vous expliquer. » François a ouvert le premier dossier. Ses gestes étaient lents, solennels, comme s'il présidait un tribunal. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'Assemblée générale extraordinaire de la SCI Marcel et Jean-Pierre Dubois, créée le 15 avril 1978. Cette assemblée a pour objet la révélation complète du patrimoine détenu par cette SCI, ainsi que les nouvelles dispositions successorales concernant les bénéficiaires. Sophie s'est penchée en avant, les yeux brillants. Elle pensait enfin connaître l'ampleur de mon petit héritage. « Avant de commencer, » a continué François, « je dois vous informer que cette assemblée est enregistrée, conformément au statut de la SCI, et qu'un procès verbal détaillé sera établi. » Guillaume a froncé les sourcils.
Enregistré? Pourquoi? Pour éviter toute contestation ultérieure, mon fils. Tu comprendras bientôt. François a sorti le premier document. Commençons par l'inventaire des biens immobiliers détenus par la SCI. Il a commencé à énumérer, d'une voix claire et précise, appartement 47 rue Sainte-Catherine, Bordeaux, 85 mètres carrés, valeur estimée 420 000 euros. Sophie a hoché la tête. C'était dans ses prévisions. Appartement 12, place Gambetta, Bordeaux, 120 mètres carrés, valeur estimée 650 000 euros. Appartement 8 rue Esprit des Lois, Bordeaux, 95 mètres carrés, valeur estimée 580 000 euros. Appartement. François a continué l'énumération. Un appartement, puis 2, puis 3, puis 10. Sophie regardait les chiffres s'additionner sur la calculatrice de François. Son sourire s'estompait progressivement. Appartement 33 cours de l'Intendance, Bordeaux, 140 mètres carrés, valeur estimée 750 000 euros. Total des biens immobiliers, 14 appartements dans le centre historique de Bordeaux, valeur totale estimée 18 200 000 euros. Le silence qui a suivi était assourdissant. Guillaume avait la bouche ouverte. Sophie regardait François comme s'il parlait chinois. 18 millions, a balbutié Guillaume. Nous n'avons pas terminé, mon fils. François a sorti le deuxième dossier. Participation financière détenue par la SCI. Participation majoritaire dans la société Dubois & Fils Artisans Boulanger, société par action simplifiée au capital de 15 millions d'euros. Part détenue par Jean-Pierre Dubois, 62%, soit 9 300 000 parts. Valeur actuelle selon expertise de juillet 2024, 32 millions d'euros. Sophie s'est levée d'un bond. Attendez, Dubois & Fils, c'est cette chaîne de boulangerie, celle qu'on voit partout en Europe? Exactement, Sophie. Celle qui a ouvert 15 boutiques à Londres ces 5 dernières années. Celle dont tu achètes le pain tous les matins sans savoir que ton beau-père en est le propriétaire majoritaire. Elle s'est rassise lourdement. Papa, a murmuré Guillaume, tu ne m'avais jamais dit. Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai jamais dites, Guillaume. Continue, François. Cave à vin, constituée entre 1975 et 2015. 1200 bouteilles de grands crus classés. Expertise de juin 2024. 4 500 000 euros. Comptes bancaires et placements divers. 8 300 000 euros. François a refermé les dossiers et a regardé Sophie et Guillaume par-dessus ses lunettes. Total du patrimoine de la SCI Marcel et Jean-Pierre Dubois, 54 millions d'euros net d'impôts. Le silence était total. On entendait la circulation dans la rue, le tic-tac de l'horloge, ma respiration un peu saccadée par l'émotion. Sophie était livide. Guillaume regardait les documents comme s'ils allaient disparaître. 54 millions, a répété Sophie dans un souffle. 54 millions, a confirmé François. Et maintenant, passons aux nouvelles dispositions successorales. Il a ouvert un nouveau dossier. Monsieur Guillaume Dubois, vous étiez jusqu'à présent désigné comme légataire universel de votre père. Cette disposition est aujourd'hui modifiée. Guillaume a relevé la tête brusquement. Modifiée? Comment ça? François, lis-leur l'article 12 des statuts de la SCI. François a chaussé ses lunettes et a lu d'une voix solennelle. Article 12. Sera déchu de tout droit, dans les biens familiaux, tout descendant ou allié qui aura porté atteinte à l'honneur, à la dignité ou au bien-être physique et moral des fondateurs de la société, leurs héritiers ou descendants directs. Cette déchéance sera prononcée par décision motivée du gérant de la SCI et ne pourra faire l'objet d'aucun recours. Sophie a blêmi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ma chère Sophie, que ta grand-mère Marcel avait prévu le cas où quelqu'un dans la famille se conduirait de manière indigne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fait signe à Léa, qui a sorti les photos des emails de son sac. Léa, montre-leur ce que nous avons découvert. Léa a étalé les documents sur la table.
Les emails de Sophie à sa sœur, les conversations avec le docteur Morrison, le plan détaillé pour me faire passer pour sénile. Guillaume, Sophie, voici les preuves que vous avez complotées pour me faire déclarer mentalement incapable, vous emparer de mes biens par la force et me faire enfermer dans une maison de retraite contre ma volonté. Guillaume regardait les documents, horrifié. Sophie, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont les emails que ta femme a échangés avec sa sœur et avec un médecin corrompu pour organiser mon internement abusif, Guillaume. Lis donc. Guillaume a pris le premier email et l'a lu à voix haute, la voix tremblante. Plan Succession Dubois, phase 1. Documenter tous ces signes de sénilité. Certificat médical attestant de la détérioration mentale. Il s'est arrêté et a regardé Sophie avec effroi. Sophie, tu as écrit ça ? Sophie s'est levée, rouge de colère et de honte. C'était pour ton bien, pour notre bien. Tu ne voyais donc pas qu'il devenait gâteux ? Gâteux, a dit François. Madame Dubois, permettez-moi de vous dire que Monsieur Jean-Pierre Dubois a constitué ce patrimoine de 54 millions d'euros par ses propres moyens, qu'il gère lui-même tous ses investissements et qu'il vient de déjouer votre complot avec une intelligence remarquable. Si c'est ça la sénilité, continue Guillaume, ai-je dit calmement. Lis le message suivant. Guillaume a continué, la voix de plus en plus faible. Dr Morrison a déjà rédigé un rapport psychiatrique préliminaire attestant de troubles cognitifs sévères. Demande de tutelle curatelle renforcée, vente immédiate de son appartement Bordeaux estimé à 180 000 euros. Il s'est arrêté et a regardé Sophie avec dégoût. Tu voulais me faire enfermer papa pour 180 000 euros. On pensait que c'était tout ce qu'il avait, s'est défendue Sophie. Tout ce qu'il avait, a répété François. Madame, vous comptiez faire interner un homme pour 180 000 euros. Maintenant vous découvrez qu'il possède 54 millions. Vous réalisez l'ampleur de ce que vous veniez de perdre par votre cupidité ? Sophie a éclaté en sanglots. Guillaume, dis quelque chose. Défends-moi, c'était pour nous. Mais Guillaume lisait maintenant ses propres messages, ceux où il approuvait le plan de Sophie, où il parlait de la maison dans le Cotswolds qu'il pourrait de s'acheter avec mon argent. Papa, je ne sais pas quoi dire. Moi, je sais quoi dire, Guillaume. François, lis-leur la décision. François a pris un document officiel et a lu par décision du gérant de la SCI, Marcel et Jean-Pierre Dubois, en date du 15 juillet 2024, Madame Sophie Laurent Dubois est déclarée déchue de tout droit successoral dans les biens de la famille Dubois, pour tentative d'abus de faiblesse, complot en vue d'internement abusif et atteinte grave à l'honneur et à la dignité du fondateur de la SCI. Sophie a hurlé. « Non, vous n'avez pas le droit. Ces 54 millions, c'est aussi à moi. Je suis sa belle-fille. Plus maintenant, Sophie. Et Guillaume ?» Mon fils m'a regardé, les larmes aux yeux. « Guillaume, tu restes mon héritier, mais à une condition. » « Laquelle, papa ? Tu divorces de cette femme dans les 6 mois, ou tu perds tout également. » Guillaume s'est tourné vers Sophie, puis vers moi. « Papa, Guillaume, cette femme a voulu me faire enfermer pour voler mon argent. Elle a corrompu des médecins pour me faire passer pour fou. Elle a détruit ma réputation auprès de tous vos amis londoniens. Et toi, mon propre fils, tu as approuvé. Tu as choisi de croire ta femme plutôt que de faire confiance à ton père. Papa, Tu quoi, Guillaume ? Tu pensais que ton vieux père était devenu gâteux ? Tu étais d'accord pour que Sophie me fasse enfermer ? Tu rêvais de ta maison dans le Cotswolds, financée par mes petites économies ? Guillaume pleurait maintenant. Papa, pardonne-moi. Je ne savais pas. Je ne me rendais pas compte. Tu ne te rendais pas compte de quoi ? Que j'étais ton père, que je méritais un minimum de respect, que Sophie mentait en prétendant que j'étais sénile. Sophie s'est levée, furieuse. Garde ton argent, sale vieux, garde tes 54 millions. Guillaume, on s'en va, on se débrouillera sans eux. Non, Sophie, on ne s'en va pas. Guillaume s'est tourné vers moi, le visage défait. Papa, Sophie et moi, c'est fini. Je veux divorcer. Immédiatement.
Guillaume, a hurlé Sophie, tu ne peux pas me laisser tomber. Pas maintenant. Pas pour 54 millions d'euros. Justement, Sophie. Tu viens de montrer que tu ne m'aimais que pour l'argent que tu pensais que mon père avait. Et maintenant que tu sais qu'il en a beaucoup plus, tu me demandes de choisir entre toi et lui. Le choix est facile. Sophie a regardé Guillaume, puis moi, puis les documents sur la table. Son rêve de fortune s'écroulait en direct. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai vécu 12 ans avec votre fils, j'ai des droits. Vous avez les droits que la loi britannique vous donne sur les biens propres de Guillaume, Sophie. Pas un centime de plus. Et Guillaume va veiller à protéger ses intérêts avant le divorce. François a sorti un autre document. D'ailleurs, à ce propos, Guillaume, votre père m'a demandé de préparer ceci. Il a tendu une feuille à mon fils. Qu'est-ce que c'est? Un contrat de renonciation aux biens familiaux. Si Sophie le signe, elle renonce définitivement à tout droit sur l'héritage Dubois, mais en échange, vous lui versez immédiatement 200 000 € pour solde de tout compte. Si elle refuse de signer, le divorce se passera devant les tribunaux et elle n'aura rien du tout. Sophie a arraché le contrat des mains de Guillaume et l'a lu frénétiquement. 200 000 €, 200 000 € sur 54 millions, c'est une insulte. Sophie, a dit Guillaume calmement, c'est plus que ce que tu mérites. Tu voulais faire enfermer mon père pour voler son argent. 200 000 €, c'est déjà généreux. Et si je refuse? Si vous refusez, a dit François, nous portons plainte pour tentative d'escroquerie, complot en vue d'internement abusif, corruption de témoins, et faux et usage de faux concernant les certificats médicaux. Vous risquez 5 ans de prison ferme. Sophie a regardé autour d'elle comme un animal pris au piège. Son rêve de richesse, sa vie londonienne, tout s'écroulait. Vous me laissez le choix entre 200 000 € et la prison? Nous vous laissons le choix entre une sortie honorable et les conséquences de vos actes, a dit François. Sophie a pris le stylo et a signé le contrat d'une main tremblante. Voilà, vous êtes content, vous avez détruit ma vie. Sophie, a dit Guillaume, c'est toi qui as détruit notre vie, en voulant faire du mal à mon père. Sophie a pris son sac et s'est dirigée vers la porte. Avant de sortir, elle s'est retournée une dernière fois. Guillaume, tu vas le regretter. Cet argent, il va te pourrir la vie comme il a pourri la sienne. Tu verras. Sophie, lui ai-je répondu calmement, l'argent ne pourrit pas la vie. C'est la cupidité qui pourrit l'âme. Et vous venez d'en faire la démonstration. La porte a claqué. Sophie Laurent Dubois venait de sortir de nos vies. Guillaume s'est effondré sur sa chaise. Papa, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as épousé une femme qui ne t'aimait pas, Guillaume, qui ne voyait en toi qu'un ticket d'entrée dans la bourgeoisie londonienne et un futur héritage à partager. Comment j'ai pu être aussi aveugle? L'amour rend aveugle, mon fils. Et Sophie était très forte pour manipuler. Léa s'est approchée de son père et lui a pris la main. Papa, grand-père t'aime toujours. C'est pour ça qu'il t'a laissé une chance. Guillaume m'a regardé à travers ses larmes. Papa, tu peux me pardonner? Guillaume, tu es mon fils. Je t'aimerai toujours. Mais il va falloir que tu regagnes ma confiance. Comment? En redevenant l'homme que j'ai élevé, en retrouvant les valeurs que ta mère et moi t'avons transmises, en te souvenant que la famille, c'est sacré. François a sorti un dernier document. Guillaume, votre père a aussi préparé ceci. C'était un Nouveau Testament. Guillaume Dubois hérite de 40% du patrimoine familial. Léa Dubois hérite de 50%. Les 10% restants seront versés à une fondation pour aider les jeunes entrepreneurs dans l'artisanat alimentaire. Papa, tu donnes la majorité à Léa. Léa a 24 ans, Guillaume. Elle a toute la vie devant elle. Et surtout, elle a prouvé qu'elle m'aimait pour moi, pas pour mon argent. Toi, tu as 45 ans d'erreur à rattraper. Et les 40% que j'hérite, c'est combien? 21 millions d'euros, Guillaume. De quoi ne jamais manquer de rien, mais pas de quoi devenir arrogant. Guillaume a calculé mentalement. Papa, même avec le divorce, même en donnant 200 000 € à Sophie, il me reste plus de 20 millions. Il te reste surtout un père qui t'aime et une fille qui a besoin de toi, Guillaume.
Nous sommes rentrés tous les trois à la maison. Guillaume a appelé son bureau de Londres pour dire qu'il prenait 3 semaines de congé. Il avait besoin de réfléchir à sa nouvelle vie. Le soir même, nous avons dîné sur la terrasse de mon appartement. Un simple repas. Du pain de la boulangerie d'en bas, du fromage de chez Dubois & Fils, une bouteille de Bordeaux de ma cave. Guillaume découvrait que son père possédait une des plus belles caves privées de France. « Papa, m'a-t-il dit, comment tu as fait pour devenir si riche en restant si simple ? Guillaume, l'argent n'est qu'un outil pour protéger sa famille, pour aider les autres, pour dormir tranquille. Mais ce n'est pas une fin en soi. Et pourquoi tu ne m'avais rien dit ? Parce que je voulais que tu m'aimes pour moi, pas parce que ton père était riche. Et Sophie a échoué au test, Guillaume. Toi, tu as une seconde chance. 6 mois plus tard, le divorce de Guillaume était prononcé. Sophie était retournée vivre chez sa sœur Nathalie à Londres, avec ses 200 000 € qui fondaient rapidement dans le train de vie qu'elle s'était habituée à mener. Guillaume avait donné sa démission de la banque et était revenu vivre à Bordeaux. Avec sa part d'héritage, il avait créé une fondation pour aider les artisans boulangers en difficulté. Il dirigeait aussi l'expansion européenne de la chaîne Dubois & Fils. Léa avait fini ses études de droit et était devenue l'administratrice de tous mes biens. À 25 ans, elle gérait un patrimoine de 54 millions d'euros avec la sagesse d'une femme de 40 ans. Et moi, je continuais à vivre simplement dans mon appartement, au-dessus de l'ancienne boulangerie, entouré de mes 2 enfants. Le matin, j'allais acheter mon pain chez les jeunes boulangers d'en bas. Ils ne savaient toujours pas que j'étais leur propriétaire. L'argent n'avait pas changé ma vie, mais il avait révélé la vraie nature des gens qui m'entouraient. Un jour, Guillaume m'a demandé « Papa, tu regrettes d'avoir été si dur avec Sophie ?» Guillaume, Sophie voulait me faire enfermer pour voler mon argent. Elle a corrompu des médecins, détruit ma réputation et brisé notre famille. 200 000 € et une leçon de vie, c'était encore trop généreux. Et si elle revient, si elle s'excuse, mon fils, quelqu'un qui est capable de faire enfermer un vieillard par cupidité ne change jamais vraiment. Sophie aura d'autres victimes, mais ce ne sera plus nous. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? La justice que j'ai rendue était-elle suffisante pour ce que Sophie m'a fait ? Ou aurais-je dû être plus sévère ? Laissez votre avis dans les commentaires. Votre opinion compte pour moi.